Bonjour et bienvenue sur Journal du Geek, c'est Anne et comme vous pouvez le voir, on a en notre possession la fameuse tablette de Google, la Nexus 7, donc qui a été développée en partenariat cette fois avec Asus et non plus HTC ou Samsung pour les smartphones. Donc c'est une tablette de type 7 pouces avec un écran IPS, une résolution HD, donc 1280 par 800 et surtout donc une densité de pixels de 216 pixels par pouce normalement, donc les fameux PPP. Évidemment, c'est pas aussi bien que les fameux 264 dpi de l'iPad, du nouvel iPad, mais bon, très honnêtement, j'ai eu aucun souci en termes de lisibilité au niveau des textes, etc. J'ai pu lire, ça je vous montrerai tout à l'heure dans un magazine, ça, on peut lire très très petit, ça pose aucun souci. À côté, c'est une tablette qui propose donc évidemment Android 4.1 Jelly Bean, qui a été aussi annoncé lors de cet event en juin dernier. Et voilà. Pour revenir aux caractéristiques techniques, c'est un processeur Nvidia Tegra 3 qu'on a découvert avec le HTC One X déjà. Donc on connaît les performances. Évidemment, depuis, il y a eu de nouveaux processeurs comme l'Exynos de Samsung ou encore le fameux S4 quad-core de Qualcomm ou encore même l'A5X du nouvel iPad. Donc techniquement, en termes de chiffres purs, le Tegra 3 peut commencer à faiblir par rapport à ces derniers processeurs, mais en termes de jeu, en termes de confort d'utilisation, très honnêtement, on verra jamais de différence entre ces processeurs. Par contre, pour ce qui est des jeux, pour en venir du jeu, c'est là où Nvidia est le plus fort, puisque Nvidia intègre des jeux d'instruction que les autres n'ont pas, comme les effets de particules, les effets dans l'eau, que je vous montrerai tout à l'heure dans Dead Trigger par exemple. Voilà, à côté, c'est une tablette livrée avec 8 Go ou 16 Go de mémoire interne, 1 Go de RAM et il n'y a pas de modèle 3G. Donc pour l'instant, ce sera que du Wi-Fi, du Bluetooth et même du NFC. À noter que sur ce modèle Wi-Fi, c'est une des rares tablettes à être Wi-Fi et intégrer un GPS. Donc du coup, avec les nouvelles possibilités d'Android 4.1 Jelly Bean, comme Google Maps, on pourra télécharger les maps et pouvoir l'utiliser en GPS hors ligne. Et ça, c'est quand même très très sympa. Surtout que la taille du produit de l'écran s'y prête parfaitement. Voilà. Au niveau des caractéristiques, je crois que c'est à peu près tout. Bon, il y a effectivement gyroscope, accéléromètre, boussole, etc. Donc c'est assez classique et le tout dans 340 grammes. Voilà. On compte sinon $199 pour la version 8 Go et $249 pour la version 16 Go. Au niveau du packaging, c'est ce qui est le plus classique, vous le verrez sur les photos, c'est un packaging avec la tablette, un câble USB, c'est un micro USB, un chargeur et les fameux petits manuels d'instruction, donc rien d'autre de différent. Pour le design, c'est une tablette, donc c'est rectangle, comme disait un des responsables de Samsung, c'est ce qu'il y a de plus basique avec. On notera par contre que sur cette tablette, jamais Google ou Asus ne met en avant leur marque sur la façade. Donc pour voir les marques, ce sera au dos. Donc on voit bien Nexus et Asus ici. Google, du coup pas de Google à part sur l'écran d'accueil. Voilà. Un petit tour du propriétaire tout simplement. Donc sur la tranche gauche, vous voyez qu'il n'y a rien du tout à part un premier micro ici et des connectiques pour un dock qui devra arriver à la fin du mois d'août. Au niveau de la tranche haute, toujours rien si ce n'est un deuxième micro. Sur la tranche droite, le fameux bouton de mise en veille et les boutons de volume et rien d'autre. Et enfin en bas, on retrouve le port micro USB et la prise jack. À noter que pour le port micro USB, c'est un simple port micro USB, donc on ne sait pas s'il y a d'autres propriétés, mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas compatible MHL, donc du coup, pas de sortie HDMI, et ça, c'est bien dommage. Alors peut-être qu'il y aura une solution sans fil plus tard, et je pense qu'on commence à l'entrevoir avec l'annonce du Nexus Q, mais en attendant, ce sera que sur la tablette et pas sur un écran, donc si ce n'est en DNLA, mais ça, c'est une autre affaire. Voilà, en comparaison, je vais commencer à vous faire des petites comparaisons avec d'autres produits. Donc ici, typiquement, une des concurrentes qui est juste simplement la Playbook. Là, du coup, la Playbook, elle a pris un bon coup de vieux parce qu'elle est quand même assez mastoc. Bon, certes, ils ont des bords
des ports sensitifs, etc. Mais dans l'absolu, au niveau de l'utilisation, on remarque que au niveau de l'utilisation, c'est à peu près, comment vous dire ça, on récupère quelque chose qui est assez classique et on est bien content de gagner en finesse pour la prise en main, etc. Et en plus, la Nexus 7 est plus légère, ce qui n'est pas désagréable. Autre comparaison possible avec les fameuses Galaxy Tab. Donc on n'a pas eu encore accès au Galaxy Tab 2 parce qu'elle tarde à sortir en France, mais en attendant, voilà la 8.9, donc qui est forcément un tout petit peu plus grande. Et surtout, pour le voir directement ici, c'est une tablette qui tourne encore sous Honeycomb, donc sous 3.02 ou je sais plus quoi, 3.2 je crois. Et là, vous pouvez voir que là on n'a lancé aucun logiciel, mais on voit déjà des effets de saccade, ce qui permet d'introduire justement le fameux Project Butter d'Android 4.1 qui permet une fluidité qui est assez impressionnante et ça sur toute l'interface. Voilà, c'est très très agréable et très franchement, même par rapport au 4.0, donc à Ice Cream Sandwich, la différence est flagrante. Et donc voilà, en termes de comparaison de taille, voilà ce que ça donne. Et on finit forcément avec une autre tablette que vous connaissez bien, qui n'est pas que l'iPad d'Apple. Et là, on voit la différence entre un écran de 9,7 pouces et un écran de 7 pouces. Alors, effectivement, il y a deux écoles qui s'affrontent actuellement. Donc, moi, je fais partie des défenseurs des 7 pouces, tout simplement, parce que je trouve que c'est une taille idéale pour pouvoir emmener partout, et pouvoir utiliser, pour lire les magazines, les e-books, c'est pas trop gros, ça se tient d'une main. D'ailleurs, moi, j'utilisais beaucoup comme ça, et je pouvais tenir la tablette tranquillement, et ça me fatiguait pas, alors qu'avec un iPad, vous imaginez 600 grammes comme ça, au bout d'un moment, ça fait son poids. Après donc cette petite comparaison avec les tablettes, on attaque un peu le cœur du sujet en commençant par l'écran. Donc c'est un écran IPS et d'habitude avec une tablette qui coûte dans les $200, 200 €, on s'attend souvent à un écran type LCD classique, donc avec une faible luminosité, à des angles de vision assez faibles et surtout une résolution de 1024 par 600. Et bien là-dedans, Google et Asus nous proposent quand même quelque chose qui est assez fabuleux puisque c'est un écran déjà IPS, donc très lumineux, ce qui propose une luminosité de 400 nits et assez contrasté. Donc effectivement, ça ne rivalise pas avec un écran AMOLED de chez Samsung par exemple, mais franchement, les couleurs sont assez justes et j'ai pas trop eu à me plaindre. Évidemment, j'étais très très surpris par la résolution de 1280 par 800, ce qui donne quand même une finesse au niveau des textes et de ça qui est très appréciable. On peut le voir typiquement dans des magazines. Donc là, je le vois avec Distro de nos confrères américains Engadget. Vous pouvez voir que là, les textes, on les zoome pas et pourtant on peut voir parfaitement le texte. Il y a vraiment zéro souci là-dessus. Et maintenant, avec le fameux Project Butter de Jelly Bean, vous pouvez voir que c'est très très fluide. J'ai désinstallé sur le Nikon, mais depuis, il a fallu attendre cette version d'Android pour avoir une fluidité, je dirais, équivalente à ce qu'on trouve sur l'iPad. Voilà, donc on a d'autres choses comme ça. Même chose pour les livres. Hein. Donc là, par exemple, j'ai téléchargé l'application Kindle, et puis pour les livres, c'est très très fluide aussi, et il n'y a pas de souci au niveau de la lecture. Voilà, au niveau du son, pas de surprise. Au niveau du son, c'est un simple haut-parleur ici, donc ça fait son affaire quand vous regardez des vidéos YouTube dans une chambre d'hôtel ou au bureau ou rapidement quelque part chez vous et tout ça. Mais bon, ne vous attendez pas à écouter de longues heures de musique ou regarder tout un film. Je vous conseillerais effectivement soit une enceinte Bluetooth externe, soit un de vos casques préférés. Ça devrait passer assez simplement. En termes de performance, donc comme je vous disais, c'est un processeur Nvidia Tegra 3 qui tourne. Donc au niveau de l'utilisation de tous les jours, très honnêtement, hein, quand vous allez le comparer, si vous le comparez au niveau des chiffres par rapport à l'Exynos de Samsung, au S4 quad-core de Qualcomm ou encore à l'A5X d'Apple, vous verrez aucune différence. Il y a vraiment dans l'utilisation de tous les jours, un site web s'affiche très rapidement, ça tourne très bien, en plus on utilise Chrome, mais là où vous verrez la différence avec le Tegra 3, ça va être au niveau des jeux, et c'est quelque chose qui est assez appréciable, puisque quand on prend par exemple un jeu comme Dead Trigger, qui est assez simple sur iPad ou les autres tablettes comme les Galaxy Tab ou même sur les smartphones. Alors je vous lance le jeu et normalement
forcément, on n'a plus accès au niveau 1, et c'est un peu dommage, parce que c'était dans le niveau 1, on voyait dès le départ des effets de particules, des effets au niveau de l'eau et tout. Ben ça reprend un peu ce que proposait Shadowgun. Bon, on le voit ici, hein. Donc effet de fumée, des particules, etc. Et c'est assez impressionnant parce qu'on n'a pas cette qualité de jeu au niveau des graphismes, hein, j'entends. Voilà, donc c'est assez fluide, et encore c'est pas optimisé, je pense. Et ça saccade un peu de temps en temps, mais ça saccade seulement au départ parce que c'est le lancement du jeu. Ah, je les ai pas vus ceux-là. Voilà. Du coup, ça vous donne une idée des capacités de jeu, hein, et vous imaginez bien que quelque chose d'assez fantastique, parce que je vous rappelle quand même que la tablette est positionnée à $200, 200 €. Quand même, on a un processeur quad-core, un écran HD. Je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre là-dessus. C'est quand même une belle affaire. Voilà. Pour en venir maintenant à Jelly Bean, Jelly Bean a apporté quelques petites nouveautés sympas. Donc vous connaissiez évidemment la gestion des dossiers depuis Android 4.0. Tout ça est très très fluide, hein. Vous pouvez déplacer les icônes, etc. C'est assez bien fait, c'est assez fluide. Et une des nouveautés, en plus de la barre de notification qu'on connaissait, c'est un petit changement qui permet par exemple d'ouvrir, bon là on peut pas le voir, mais vous pouvez pinch to zoomer pour juste avoir les messages ou avoir un aperçu. Donc ça marche avec pas mal de choses. Et si vous utilisez le client email, vous pouvez même lancer directement l'application, c'est-à-dire pas lancer directement, mais comment dire, avoir un aperçu direct plus important du mail ici. Vous avez aussi cette nouvelle petite touche qui permet d'effacer toutes les notifications d'un coup. On retrouve ici pour bloquer la rotation. Et enfin, une des choses que j'ai beaucoup aimé en plus de Project Butter, c'est le fait que Google Maps propose maintenant la face. Bon, ça, on le sait déjà depuis un certain temps, mais propose cette version cette possibilité de télécharger des cartes qui justement couplées au GPS intégré, ce qui est rare quand même pour une tablette juste Wi-Fi. Du coup, ça vous permet de l'utiliser un peu partout. Donc, si vous partez en vacances, etc., Google propose maintenant vraiment un mode offline des plus appréciables. Une autre petite nouveauté qu'on a bien appréciée, c'est Google Now, que vous pouvez activer soit par un petit geste ici, qui lance directement une barre de recherche, plus éventuellement la météo, plus éventuellement d'autres petites choses comme vos événements, et en fonction de ça, par exemple si vous avez un billet d'avion que vous avez rentré dans votre calendrier, il va pouvoir récupérer les informations du billet d'avion, c'est-à-dire au moins l'heure du vol, etc., et toutes les informations, et l'afficher dans Google Now, que vous pouvez aussi activer ici, tout simplement. Voilà. Évidemment, il y a un système, un Siri-like, qui marche plutôt bien si vous êtes anglophone. En français, ça a encore des petits soucis, mais bon, après, je pense que ça devrait s'améliorer avec les prochaines versions, puisque Google travaille énormément dessus. Au niveau de l'APN, il n'y en a pas, tout simplement. Vous pouvez voir, pas d'APN, il y a juste une caméra visio qui est quand même en HD. Donc du coup, pour tous vos Google Hangouts, Skype, etc., vous pourrez faire de la visio en HD et en Wi-Fi, donc ça passe plutôt pas mal. On finit donc sur l'autonomie qui est annoncée entre 9 et 10 heures. Eh bien, on tient effectivement, moi personnellement, j'ai tenu même un peu plus de 10 heures dans une utilisation juste web, ce qui est plutôt appréciable. Surtout, voilà quoi, la tablette reste petite, donc on s'attend à une batterie qui n'est pas forcément conséquente, et pouvoir tenir une dizaine d'heures sur ce genre de tablette, c'est quand même très bien. Donc en conclusion, je dirais que cette Google Nexus 7 est vraiment la tablette 7 pouces du moment, surtout à 200 $, c'est-à-dire 199 $ pour la version 8 Go, 249 pour la version 16 Go. Elle a vraiment tout pour plaire, un processeur quad-core, un écran qui est vraiment à la hauteur du haut de gamme. On pourrait lui reprocher son manque de port mémoire externe, donc pas de micro SD, pas de SD. Donc il va falloir essayer de jongler avec le peu de capacité qu'il y a, surtout avec les applications de nos jours, ou alors éventuellement jouer avec des disques durs externes Wi-Fi comme le WeDrive de Kingston, ou encore le Seagate, il me semble.
Voilà. Mais dans l'absolu, à 199 $, c'est la Nexus 7 rentre vraiment dans cette catégorie de tablettes qu'on peut conseiller à ses proches parce que c'est une valeur sûre, elle fonctionne bien. J'ai pas eu de lag, j'ai pas eu de bug ou d'énervement comme j'ai pu l'avoir sur une tablette sous Honeycomb avec justement ces fameux lags, ces plantages, le fait que tout ralentit parce que on essaie de tout faire tourner. Là on n'a pas eu du tout, j'ai pas eu du tout cette sensation et je retrouve donc même le même plaisir en fait à l'utilisation qu'une Playbook ou qu'un iPad, mais avec les performances en plus et surtout dans un form factor qui moi me plaît énormément puisque pour les jeux, pour tout, c'est quand même assez agréable. Donc un jeu auquel d'ailleurs je suis en train de beaucoup jouer actuellement, c'est Shoot the Zombirds. Donc c'est un jeu tout ce qu'il y a de plus bateau, mais ça me donne une idée. Ah oui, dernière petite chose avant de vous laisser. J'ai noté une petite chose quand même, que j'ai trouvé les bords ici un chouïa petit. Donc parfois je voulais juste tenir la tablette comme ça et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu petit. Donc par contre, du coup en mode paysage, ça pose aucun souci. Ah oui, alors Zombird c'est juste un jeu, faut shooter des oiseaux zombies. Et le truc c'est que vous avez très peu de flèches, donc il faut toucher pour garder vos flèches. Sinon, vous perdez vos flèches et vous pouvez pas les récupérer. Voilà. Et vous avez un certain nombre de citrouilles à sauver. Donc c'est tout bête, mais qu'est-ce que je peux passer comme temps sur cette tablette depuis avec. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Évidemment, vous retrouvez les screenshots des performances, etc. Sur le test écrit. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires du Journal du Geek. À bientôt.